À votre avis, qu'est-ce qui aura le plus d'impact dans votre parcours de vie entre vos choix personnels et le poids de la société? Alors non, c'est pas une question facile. Et vos réponses s'étaleront forcément sur tout un spectre, avec à une extrémité ceux qui pensent que tout n'est qu'une question d'effort, de volonté, que rien ne peut empêcher quelqu'un qui a la motivation, le talent et la force de mener des projets à bien, une approche peut-être un peu incomplète, voire naïve, mais qui a au moins le mérite de pousser à agir et à ne pas se morfondre dans son coin. Et à l'autre extrémité du spectre, il y aura une réponse tout aussi incomplète. Ceux qui considèrent qu'il existe une sorte de force invisible qui rend inutile tout effort, une force qui agirait sur les individus sans même qu'ils en aient conscience. Pour eux, nous serions conditionnés par notre naissance, par notre statut économique ou bien par notre environnement social. Et cette force mystérieuse, elle s'appelle le déterminisme social. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous savez ce que c'est que le déterminisme social? Très certainement que oui, mais on va quand même le redéfinir au cas où. C'est l'idée selon laquelle la position sociale d'une personne serait déterminée dès sa naissance et va dépendre de la richesse de ses parents et de son environnement social. Comme si l'individu n'était pas vraiment maître de ses actions, mais que c'était la société qui le contraignait à agir de telle ou telle manière. Eh bien, c'est précisément cette pensée qu'on va déconstruire aujourd'hui. Non seulement parce que c'est une pensée dangereuse, mais également parce que c'est une pensée fausse. Même si, évidemment, vous allez le voir, tout n'est pas à jeter dans cette idée. Alors pour vous parler de tout ça, je vais me baser sur le livre de Gérald Bronner et Etienne Géhin, Le danger sociologique. Donc dans un premier temps, on va remonter à la source, au père du concept de déterminisme social, j'ai nommé Émile Durkheim. Pour remettre un peu de contexte, Émile Durkheim, c'est ni plus ni moins que le père de la sociologie moderne. Et c'est lui qui est à l'origine du concept de déterminisme social. L'obsession d'Émile Durkheim, c'était d'offrir à la sociologie le statut de science. Il voulait lui donner ses lettres de noblesse, faire en sorte que la sociologie devienne une science au même titre que la physique ou la chimie par exemple. D'ailleurs pour l'anecdote, la sociologie a d'abord été appelée la physique sociale. Et donc pour ça, il va partir du principe que la sociologie doit employer les mêmes méthodes que les sciences naturelles. Et donc, selon lui, la sociologie devait suivre un certain nombre de règles. Des règles qu'il va inscrire dans son plus célèbre ouvrage, Les règles de la méthode sociologique, et son approche, on peut la résumer assez simplement. La cause déterminante d'un fait social doit être cherchée parmi les faits sociaux antécédents et non parmi les états de conscience individuels. Alors, avant toute chose, un fait social, qu'est-ce que c'est? Eh bien, selon Durkheim, c'est une contrainte extérieure qui s'exerce sur l'individu. Pour le dire plus simplement, c'est ce qu'on a en commun. Un fait social, ça peut être la langue, la monnaie, les traditions, mais aussi des normes ou des valeurs. Alors évidemment, un fait social, c'est invisible. On ne peut en voir que les effets, contrairement aux objets d'étude des autres sciences. Mais c'est pas ça qui va empêcher Durkheim de chercher à les étudier, ces faits sociaux, et à les étudier de manière scientifique. Le truc, c'est que si le sociologue ne peut pas faire des expériences comme un biologiste ou un chimiste, il peut raisonner expérimentalement. C'est-à-dire qu'il peut vérifier des hypothèses après avoir constaté des faits. Et le sociologue, en constatant ces faits, va percevoir des régularités dans la société. Et à partir de ces récurrences, il va pouvoir chercher l'explication de certains phénomènes en cherchant à comprendre les relations de cause à effet, exactement comme un biologiste ou un chimiste. Et c'est là qu'on en arrive au point le plus important de la théorie de Durkheim. Les faits sociaux se produisent quand les individus se regroupent pour vivre en société. Et selon Durkheim, ces faits sociaux existent au-delà des individus. Ils ont une existence propre. En fait, son idée la plus importante, c'est que le groupe pense et agit indépendamment des individus qui composent le groupe. En s'agrégeant, en se pénétrant, se fusionnant, les âmes individuelles donnent naissance à un être psychique, si l'on veut, mais qui constitue une individualité psychique d'un genre nouveau. C'est donc dans la nature de cette individualité, non dans celle des unités composantes, il faut aller chercher les causes déterminantes des faits qui se produisent. Là-dessus, Durkheim est assez catégorique. Pour expliquer un fait social, on ne doit pas chercher la réponse dans l'individu. Parce que pour Durkheim, une société ne peut pas être comprise en la réduisant à l'addition des individus qui la composent. Exactement comme un organisme vivant ne peut pas être réduit à la somme de ses parties. Et du point de vue sociologique, ça tient la route. Après tout, vous avez pu en faire l'expérience vous-même. Si vous êtes seul ou dans un groupe, et selon dans quel groupe vous êtes, vous n'allez pas agir exactement de la même manière. Vous n'aurez pas les mêmes comportements, vous ne tiendrez pas les mêmes propos, selon que vous soyez avec vos amis ou chez mémé. Et ça va dans le sens de cette contrainte sociale exercée sur l'individu.
le fait social agit bel et bien sur le réel. Donc le fait social est bien une réalité. Mais il y a autre chose. Chez Durkheim, il y a un refus de prendre en compte la question de la nature humaine. Prenons l'exemple de la religion. Certains chercheurs parlent de zones du cerveau dédiées à la croyance religieuse. On pourrait donc, en partant de ça, se dire que dans ce cas-là, le sentiment religieux est propre à la nature humaine parce qu'il vient de l'intérieur de l'homme. Et c'est bien possible, mais c'est pas la question. Parce que, vous l'aurez constaté vous-même, selon l'époque ou selon l'endroit où on se trouve géographiquement, les religions peuvent prendre des aspects très différents. Mais surtout, ce sentiment religieux, il va créer des faits sociaux qui vont ensuite eux-mêmes agir sur l'individu. Donc, même si le sentiment religieux vient de l'extérieur de l'homme, il conduit les sociétés humaines à fabriquer des religions. Et ces religions, elles vont imposer des règles aux individus. Ces règles, ce sont des normes, des lois, des valeurs, bref, des faits sociaux. Et donc, pour Durkheim, pour expliquer un fait social, il faut toujours partir d'un autre fait social. Rien ne sert de partir de l'individu lui-même, ou même de la nature humaine. Donc la sociologie ne doit pas chercher la cause d'un fait social du côté de la psychologie, par exemple. Donc pour résumer, le sociologue ne doit pas partir de l'individu mais du groupe pour expliquer les faits sociaux, et l'explication d'un fait social, c'est toujours un autre fait social. Et tout ça, c'est parfaitement convaincant. Vous pouvez même arrêter la vidéo et en rester là. Et puis après tout, c'est Durkheim, le saint patron de la sociologie, qui le dit, donc qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus? Pourtant, Émile Durkheim lui-même n'a pas été capable de respecter ses propres règles. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. En 1897, Émile Durkheim publie Le suicide. Avec cet ouvrage, il veut démontrer deux choses. Que la sociologie peut employer les mêmes méthodes que les sciences naturelles et prouver que le suicide est un fait social. Alors voici ce que son étude révèle. Déjà, le taux de suicide augmente pendant les fortes dépressions économiques. Ok, rien d'incroyable ici. Il est aussi plus élevé dans le monde du commerce et de l'industrie que dans les professions libérales ou parmi les rentiers. Bref, pour l'instant, tout semble démontrer que le suicide est déterminé par des facteurs sociaux. Pourtant, il se rend également compte que ce taux de suicide est plus élevé dans les pays économiquement développés que dans les pays pauvres, ce qui semble assez paradoxal. Mais c'est pas tout. Durkheim s'est aussi rendu compte qu'un pauvre avait moins de chances de se suicider qu'un riche commerçant ou qu'un rentier. Alors, une fois qu'il a fait toutes ces découvertes, il n'avait plus qu'à proposer l'explication sociologique qui allait bien pour rendre le phénomène du suicide compréhensible dans son ensemble. Et sa conclusion, c'est que plus un individu est capable de se contenter de peu, et moins il risque de se suicider. Et en temps normal, les désirs des membres d'une société se maintiennent à peu près dans les limites de ce que les gens peuvent espérer. Mais pendant les crises économiques, le déclassement d'un grand nombre d'individus qui sont obligés d'adopter un niveau de vie inférieur conduit très souvent au suicide. Bref, pendant les crises économiques, le taux de suicide augmente considérablement, et ça, je pense que ça ne surprendra personne. Mais, et là ça va commencer à devenir plus intéressant, les périodes où l'économie est florissante conduisent également à des vagues de suicide. Et ça, c'est vraiment contre-intuitif. Et voici comment Durkheim explique ce phénomène. Certains individus, qui deviennent très riches rapidement, voient s'ouvrir à eux plein de possibilités. Et ça va exciter leur désir au point qu'ils finissent par se détacher du réel. Ils finissent par perdre goût à la vie parce que tout leur apparaît sans valeur. Alors si vous avez bien suivi la première partie, est-ce que vous comprenez pourquoi cette explication pose problème? Souvenez-vous, dans les règles de sa méthode sociologique, Durkheim affirmait qu'il fallait expliquer les faits sociaux par d'autres faits sociaux et qu'il fallait totalement mettre de côté les explications psychologiques. Or, ça vous a forcément sauté à la figure. Les explications que Durkheim donne au phénomène du suicide, ce sont des explications psychologiques. Il a donc lui-même enfreint ses propres règles en partant de l'individu pour expliquer un fait social. L'homme peut souffrir de ne pas satisfaire ses désirs au point d'en perdre goût à la vie, mais il peut aussi souffrir de satisfaire trop facilement ses désirs au point d'en perdre également goût à la vie. On est donc vraiment en droit de se questionner sur cette obsession de la sociologie de ne pas prendre en compte ce qui se passe dans la tête des acteurs sociaux pour préférer l'explication du déterminisme social. Et il est bien possible que cette obsession soit due à des convictions idéologiques. Alors maintenant, on a bien compris comment était censée fonctionner la sociologie selon Durkheim, et en quoi il était lui-même incapable de suivre ses propres règles. Maintenant, j'aimerais vous parler de pourquoi est-ce qu'il est dangereux de s'obstiner avec cette notion de déterminisme social. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Francesco Schettino? C'était le capitaine d'un paquebot du nom de Costa Concordia, et il est devenu l'homme le plus détesté d'Italie.
Le 13 novembre 2012, alors que le paquebot venait de faire naufrage, Francesco Schettino prend place dans une chaloupe et s'enfuit alors que de très nombreux passagers du paquebot attendent d'être sauvés. Il sera inculpé pour désertion et homicide multiples et finira par être condamné à 16 ans de prison pour sa lâcheté. Pire encore peut-être, il sera surnommé le Capitano Codardo, c'est-à-dire le capitaine couard. Et ici, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas agi selon les valeurs et les normes en vigueur. En tant que capitaine, il avait le devoir d'aller aider les personnes qu'il transportait pour les ramener saines et sauves à bon port. Et cette histoire, qui n'a l'air de rien, prouve en réalité que contrairement à ce que beaucoup de sociologues affirment, il est faux de dire que l'on se conforme aux normes. S'il s'était conformé aux normes, Francesco Schettino s'appellerait toujours Francesco Schettino, et non pas le capitaine couard. Donc il ne faut pas surestimer le pouvoir des faits sociaux, et notamment des valeurs et des normes, qui sont en réalité très faciles à ne pas respecter. Ce ne sont pas des entités magiques qui contrôlent nos pensées. Alors ça vous semble peut-être absurde dit comme ça, et pourtant la sociologie se vautre parfois dans la pensée magique, voire dans le complotisme. En 1944, Fritz Heider et Marianne Simmel ont mené une expérience. Les sujets étaient confrontés à des mouvements aléatoires de figures géométriques, 2 triangles, un cercle et un grand rectangle. Lorsque les sujets devaient décrire ce qui se passait à l'écran, 98% d'entre eux ont décrit ce qui se passait comme si les formes étaient animées d'intention. Le cercle évite le triangle ou encore l'une des formes suit l'autre. Pourtant, ces mouvements étaient purement aléatoires. Mais le fait de se raconter une histoire pour rendre le tout cohérent, de prêter des intentions à des choses qui n'en ont pas, c'est tout simplement une préférence naturelle du cerveau humain. Nous sommes programmés pour donner du sens aux choses qui nous entourent, quitte à l'inventer par nous-mêmes. Quand on personnifie des abstractions, comme le corps électoral par exemple, ou encore le pouvoir, on peut commencer à leur prêter des intentions. Et ça, c'est le propre de la théorie du complot. Et le problème, quand on utilise des fictions pour parler d'entités collectives, c'est qu'on peut leur prêter des intentions. Et le fait de prêter des intentions à des entités collectives, c'est un biais cognitif qui s'appelle le biais d'agentivité. C'est donc quand on prête des intentions à des phénomènes qui n'en ont pas, ou bien qu'on surestime le rôle des causes intentionnelles. Et ça, c'est bien souvent la graine de la théorie du complot. Parce que ce que je ne vous ai pas dit sur Gerald Bronner, c'est que c'est aussi un anti-complotiste. Et donc, le biais d'agentivité, c'est une préférence intuitive. On préfère expliquer certains phénomènes en imaginant une intention. Comme s'il y avait une finalité derrière chaque phénomène. Et ça s'appelle d'ailleurs le finalisme. C'est quand on pense que la nature crée les organes pour leur fonction et non l'inverse. C'est dire par exemple que si la lune brille, c'est pour qu'on puisse voir la nuit. Cette explication finaliste, elle a été rejetée dans la plupart des sciences de la nature. Le problème, c'est qu'elle persiste encore dans les sciences sociales. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Michel Foucault, dans son livre « Surveiller et punir », constatait par exemple que la prison aboutit plus souvent à la récidive qu'à la prévention d'actes délictueux. Il supposait que tout ça était en fait volontairement mis en place pour servir les intérêts d'un groupe dominant, pour servir le pouvoir. C'est comme ça qu'il fait passer ce phénomène pour le choix conscient d'une entité collective mystérieuse, le pouvoir. Et ça, c'est de la théorie du complot. Et oui, il y a dans la pensée de certains sociologues quelque chose qui est de l'ordre du complotisme, parce qu'ils prétendent expliquer tous les malheurs du monde en dévoilant les mystérieux mécanismes de domination des riches, des dominants ou des élites qui manipuleraient les foules pour servir leurs propres intérêts. Ce que je vais vous citer maintenant, c'est un propos de Pierre Bourdieu dans Contre-feu 2. Des textes produits dans le plus grand secret, délibérément obscurs et édictant des mesures à effet retard, pareils à des virus informatiques, préparent l'avènement d'une sorte de gouvernement mondial invisible au service des puissances économiques dominantes. À travers la maîtrise quasi absolue qu'ils détiennent sur les nouveaux instruments de communication, les nouveaux maîtres du monde tentent à concentrer tous les pouvoirs économiques, culturels et symboliques. Ils sont ainsi en mesure d'imposer très largement une vision du monde conforme à leurs intérêts. Alors, il serait un peu exagéré de qualifier Bourdieu de complotiste. On peut en revanche affirmer que la théorie de la domination est le terreau idéal pour ceux qui veulent donner des apparences de scientificité à des constructions idéologiques. Et aujourd'hui, le principal problème de la sociologie, il est là. Non seulement le militantisme pervertit la sociologie, mais il la transforme en plus en une discipline qui nuit à la société.
La sociologie est souvent accusée de servir la culture de l'excuse. La culture de l'excuse, c'est quand on peut justifier sociologiquement ou moralement des actes répréhensibles. L'idée en gros, c'est que si un jeune agresse une vieille dame ou braque une banque, ce serait pas lui le responsable, mais la société elle-même. Parce que c'est elle qui a fait de l'individu ce qu'il est. Et j'aimerais vous dire que cette explication est une caricature, une exagération, mais ce n'est pas le cas. La conséquence de la théorie du déterminisme social, c'est qu'elle déresponsabilise les individus. Et pour cette raison, la sociologie est aujourd'hui un poison qui se fait passer pour le remède. Statistiquement, par exemple, les enfants issus de l'immigration réussissent moins bien à l'école que les autres. C'est une réalité admise par les sociologues. Pourtant, si on fouille un peu, on peut faire mentir cette affirmation. Parce qu'il y a une immigration qui n'est pas touchée par ce phénomène. Ce sont les enfants originaires d'Asie du Sud-Est. En France, ils s'en sortent très bien. Et très souvent, ils dépassent même les Français de souche. Alors non, je vous vois venir, ça n'a rien à voir avec des différences de QI. En 2014, les chercheurs Issou et Auberti ont cherché à percer ce mystère et leur conclusion, c'est que si les Asiatiques réussissent mieux, c'est parce qu'à la maison, on dit à ces enfants qu'ils peuvent réussir à l'école. Et jamais ils ne blâment la société. Et en raison de cette croyance que la réussite est possible, ces parents sont beaucoup plus attentifs que les autres au parcours scolaire de leurs enfants. Parce que oui, croire en la réussite aussi, ça peut être une prophétie autoréalisatrice. Si les parents mettent dans leur tête qu'ils vivent dans un pays raciste et injuste, que quoi qu'ils fassent, ils ne pourront rien changer à leur destin, ils enferment leurs enfants dans une condition. Et les sociologues contribuent énormément à propager l'idée que c'est à cause du système, des structures ou de la culture dominante que la jeunesse issue de l'immigration africaine notamment échoue si souvent. Et à force d'entendre ce genre de discours, certains arrivent à justifier leurs échecs et leurs mauvais comportements. Parce qu'après tout, c'est pas de leur faute, c'est la faute de la société. Et ce phénomène, il est d'ailleurs connu des psychologues sociaux. Ça s'appelle le biais d'autocomplaisance. Typiquement, à l'école par exemple, l'élève qui obtient de bons résultats ne va pas hésiter à dire « j'ai réussi parce que je suis trop fort, parce que je suis trop intelligent ». Mais s'il obtient de mauvais résultats, il n'hésitera pas à dire « c'est parce que la prof m'a saqué, parce que le contrôle était injustement trop dur, c'est parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu en cours, etc. » Bref, on a naturellement tendance à s'attribuer nos succès et à remettre nos échecs à des facteurs externes. Donc, on l'a vu, non seulement les théories déterministes n'aident pas à mieux comprendre la société, mais en plus elles ont un impact négatif sur elle. Pour autant, tout n'est pas perdu, car il existe une autre approche de la sociologie qui ne cherche pas à ignorer ce qui se passe dans la tête des individus. Et cette sociologie, elle s'appelle la sociologie analytique. Et c'est cette approche qui est défendue par Gerald Bronner, et qui, à l'inverse d'un Durkheim ou d'un Bourdieu, considère que la sociologie devrait partir de l'individu et non pas du groupe. Expliquer les actions humaines comme on étudie des corps physiques, des gaz ou même des insectes, c'est une simplification grossière de l'être humain. Si vous poussez une pierre, elle va rouler. L'explication est simple, la gravité. Si vous poussez un être humain, bon, il y en a certains qui roulent, mais globalement, le nombre de réactions différentes selon la personne sera énorme. La personne peut se mettre en colère, prendre peur, vous frapper, s'enfuir, s'aplatir au sol, pleurer, rire, etc. Parce que l'être humain, contrairement à la pierre, est aussi guidé par ses émotions, ses sentiments, ses passions et ses folies. Les comportements humains sont imprédictibles. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la science doit arrêter de les étudier ou de chercher à les comprendre. Beaucoup de sociologues font totalement l'impasse sur un petit détail de l'anatomie humaine qu'on appelle le cerveau. Et derrière cette volonté-là se cache de l'idéologie. Une idéologie, vous vous en doutez bien, très à gauche. Est-ce qu'il est de droite ou de gauche? Il est sociologue, donc bon, il part déjà d'un certain côté. Je pense que si on devait qualifier la discipline et la positionner dans l'espace politique, on pourrait dire que c'est une discipline de gauche. On retrouve d'ailleurs chez quelqu'un comme Bernard Lahire, par exemple, chez qui il y a une volonté de s'éloigner le plus possible de l'explication naturelle pour aller vers une explication culturelle. Et après tout, ça se comprend, le déterminisme naturel, ça vient concurrencer l'explication du déterminisme culturel, c'est-à-dire son fonds de commerce. Il faut dire aussi que le déterminisme biologique, ça rappelle certaines choses, comme la théorisation du racisme, et puis la Seconde Guerre mondiale. Bref, ça rappelle des traumatismes. Et donc tout ce qui touche au déterminisme biologique est souvent rejeté catégoriquement. Or, c'est une crainte assez irrationnelle parce que certes, les chercheurs en sciences cognitives sont bien des naturalistes, mais ils ne négligent pas l'importance du processus d'apprentissage. Ils ne négligent pas l'aspect culturel. En fait, les neurosciences ont cet immense avantage sur la sociologie qu'elles cherchent à prendre en compte autant de données acquises que innées. Parce que le cerveau fonctionne autant avec l'un
qu'avec l'autre. D'ailleurs, Pierre Bourdieu, pourtant adepte des théories déterministes, avait déjà compris que les théories culturalistes étaient compatibles avec les sciences du cerveau. En fait, pour Bourdieu, le social va carrément s'inscrire dans le corps de l'individu. C'est ce qu'il appelle l'habitus, c'est-à-dire une manière d'être, un comportement, un état d'esprit propre à l'environnement social auquel on appartient. L'habitus, c'est ce qui a été acquis. Ainsi, le jeune de banlieue, le paysan ou le bobo parisien auront tous une tendance à consommer un tel type de nourriture, écouter tel type de musique, porter tel type de vêtements et adopter tel ou tel type de langage et d'attitude. Et tout ça, c'est quand même difficile à nier. Et ce concept d'habitus, il est parfaitement compatible avec les propositions des chercheurs en neurosciences qui travaillent beaucoup sur les conséquences de l'expérience sur le cerveau. Pourtant, Bourdieu est bien un sociologue déterministe. Vous voyez donc bien que la sociologie analytique ne cherche pas à rejeter le reste de la sociologie. Mais donc, cette théorie de l'habitus de Bourdieu, c'est une théorie plutôt terre-à-terre en fait, matérialiste même. Parce qu'elle prend en compte un phénomène neuronal. Alors le matérialisme, pour rappel, c'est de penser que tout n'est que matière, même les idées qui émanent des hommes. Parce qu'après tout, elles ne viennent que d'impulsions électriques produites par le cerveau. Pourtant, ça n'empêche pas certains sociologues qui se revendiquent du matérialisme de croire en des hypothèses incomplètes comme celle du déterminisme social, comme si la société et les groupes humains formaient une entité indépendante de l'homme. Le véritable matérialisme, il ne peut venir que des neurosciences. Et grâce à l'imagerie cérébrale, on sort du domaine purement spéculatif. On commence à travailler sur du concret, sur les fameuses impulsions électriques du cerveau. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, les théories psychologiques et sociologiques qui ont été dominantes jusqu'à présent vont bien finir par être dépassées. Parce qu'après tout, toutes ces théories-là, elles ne reposent que sur des métaphores. Avec l'imagerie cérébrale, on commence enfin à aller réellement dans le concret, en s'intéressant à la nature humaine, à quelque chose qui est pourtant un tabou chez beaucoup de sociologues. Et en fin de compte, les neurosciences pourraient réaliser le rêve d'Émile Durkheim, à savoir utiliser les sciences naturelles pour étudier les sociétés humaines.